Bonjour à tous, je suis Élie Dupré de Saint-Maur, partenaire chez Tomcat Factory. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Tomcat Factory Insights, notre série de podcasts qui donne la parole aux acteurs clés de l'écosystème tech en France pour entendre leur point de vue et leurs convictions. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Dufour, directeur général des investissements alternatifs chez Edenred, membre du COMEX depuis une dizaine d'années et plus particulièrement managing partner chez Edenred Capital Partners. Bonjour Philippe et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Élie, merci de me recevoir. Alors Philippe, pour commencer, est-ce que tu pourrais en quelques mots nous expliquer ce que sont les investissements alternatifs et ce que fait Edenred Capital Partners? Oui, bien sûr. Alors, les investissements alternatifs, c'est, si on veut résumer, dans un groupe, c'est tout ce qui n'est pas prise de participation majoritaire. Donc, par exception, ce sont les prises de participation minoritaires auprès d'entreprises qui exercent un métier qui serait adjacent à celui d'Edenred, en ce qui concerne Edenred évidemment. Et donc, Edenred Capital Partner est le véhicule qui permet donc d'investir dans ces entreprises. C'est un véhicule qui a été créé il y a 8 ans par deux personnes, mon associé et moi-même, et qui donc gère les participations prises dans des entreprises qui ont des métiers adjacents à ceux d'Edenred. Très bien. Alors c'est vrai que quand on observe les corporates, on voit ce dispositif de corporate venture de plus en plus utilisé pour accélérer l'innovation digitale chez les corporates ou accélérer leur collaboration avec les startups. Est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi, quelle est en quoi la présence au capital d'une startup d'un corporate venture crée de la valeur pour cette startup? Alors, évidemment, je vais prêcher pour notre paroisse, mais le corporate venture, à notre avis, apporte un éclairage opérationnel assez puissant puisqu'il s'appuie par définition sur un corporate qui, lui, est un opérationnel. Et donc, on apporte cet éclairage qui n'est pas insignifiant lorsque une entreprise lève de l'argent, qu'elle doit monter ses opérations, développer son capital. Donc, on pense qu'on apporte l'équilibre entre dépenser beaucoup d'argent pour aller chercher la croissance et puis être un petit peu plus prudent parfois ou un peu plus vigilant sur la manière dont il faut dépenser cet argent. Et cela, on le fait pour le bénéfice de l'ensemble des actionnaires puisque nous investissons dans une entreprise, mais toujours auprès d'autres actionnaires. Donc, cet éclairage profite à l'ensemble de la société. Alors Philippe, tu côtoies au quotidien de nombreux entrepreneurs et tu es toi-même un ancien entrepreneur, mais qui évolue depuis une dizaine d'années au sein d'un corporate. Est-ce que tu peux nous dire, sur la base de ton expérience, les grandes différences en termes de mode de fonctionnement que tu constates entre un corporate et une startup? Oui, bien sûr. Alors, en tant qu'entrepreneur, j'ai vécu donc la création d'une entreprise, 3 levées de fonds, des pivots, des crises, le 11 septembre, la bulle Internet, et puis les succès qui nous ont permis de céder l'entreprise une centaine de millions à Core Service, qui est devenu ensuite Edenred. Ensuite, j'ai rejoint Edenred et j'ai observé la dynamique puisque c'était celle d'un corporate. J'ai rejoint un comité exécutif dans lequel je siège depuis 10 ans. Et là, j'ai compris qu'une entreprise corporate cotée avait des prérogatives et des contraintes qui n'étaient pas celles de l'entrepreneur. Et puis ensuite, je me suis mis à investir en créant Edenred Capital. Et là, j'ai compris finalement c'est que les dynamiques de l'entrepreneur et les dynamiques du corporate étaient pas forcément les mêmes. Et si je devais résumer ce que j'ai appris sur 10 ans, c'est que globalement, une start-up n'a que son avenir à développer, n'a que son avenir, elle n'a pas de contraintes, elle n'a pas de legacy, elle n'a pas de poids à tirer vers elle, alors qu'un corporate doit construire son avenir, mais tout en respectant aussi son passé, son histoire, sa marque, son modèle économique. Et globalement, on a deux entreprises, l'une qui a l'air plus agile, qui est plus agile, qui est plus rapide, qui est la start-up, mais elle peut être aussi plus fragile, et le corporate qui est un peu plus lent, au demeurant il est plus lent, mais il est beaucoup plus résistant. Et tout notre métier d'investisseur consiste à trouver l'équilibre pour faire fonctionner ces deux entités. Alors, sur la base de ces différences dont tu viens de parler, Philippe, quand un corporate fait l'acquisition d'une startup, quelles seraient les bonnes pratiques ou, à contrario, les erreurs à éviter que tu recommanderais pour que l'intégration se passe bien? Alors, j'ai vu des intégrations qui se passaient bien, d'autres qui se passaient moins bien. Globalement,
Le corporate achète une entreprise, donc il dépense de l'argent et il a parfois tendance à imposer trop rapidement dans l'entreprise qu'il a acquise ses règles, sa manière de penser, sa manière de faire. Et quand une entreprise est achetée, sa valeur repose parfois, s'il y a des jeunes, elle repose parfois et parfois souvent sur son dirigeant ou sur l'équipe dirigeante. Donc pour moi, tout est dans le respect et l'alignement d'intérêts entre l'acheteur et le vendeur. Et parfois, l'acheteur et le vendeur pensent aligner les intérêts lorsqu'ils négocient le rachat ou la vente de l'entreprise, mais souvent c'est de la méconnaissance, l'alignement d'intérêts. Il faut le construire sur la durée pendant laquelle le management va rester. Et si le management reste pendant de nombreuses années, ou s'il est prévu qu'il reste pendant de nombreuses années, il faut s'assurer que l'aliment d'intérêt respecte le management qui fait partie désormais du grand groupe. Alors, quand un grand groupe rachète une entreprise qui est entièrement dans son core business, c'est assez simple parce que finalement, il y a peu de choses à apprendre. Mais lorsqu'on achète un métier qui est adjacent au groupe, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire et de connaissances dans l'équipe qui vient d'être rachetée. Très intéressant. Alors maintenant, si on prend un petit peu de recul sur l'ensemble de l'écosystème tech en France dans sa globalité, c'est-à-dire les investisseurs, les entrepreneurs, les corporates, l'enseignement supérieur, qu'est-ce qui, selon toi, fonctionne bien et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? En tant qu'observateur, je pense que ce qui fonctionne bien, c'est qu'on a un marché qui est très fluide, c'est-à-dire qu'il y a une offre et une demande. Il y a une demande de financement de la part d'entrepreneurs talentueux qui ont de bonnes idées. On a des investisseurs qui sont là pour les écouter. Et j'ai le sentiment que les idées qui sont a priori bonnes lorsqu'elles sont financées. Donc, l'offre et la demande se rencontrent. Ensuite, ce qu'on remarque, c'est que il n'y a peut-être pas assez de travail en amont. On est tous sur le métier du capital risque. Dans capital risque, il y a certainement capital, c'est ce que comprend l'entrepreneur, mais il y a aussi risque. Et je pense qu'il faut partir du principe qu'une jeune entreprise va rencontrer des difficultés. Et il faut préparer en amont l'entreprise à ces difficultés. Et on trouve que là, il n'y a pas suffisamment de travail qui est fait. Le travail est fait que lorsque les difficultés se présentent et pas suffisamment en avance de phase. Et donc, on est confronté à une situation où lorsqu'il y a des difficultés, dans une start-up, c'est souvent des problèmes de cash. Et donc, il faut vite se dépêcher. Le board doit se mettre à travailler avec le management. Et à notre avis, à ce niveau-là, il faut, dès le premier jour, dès qu'un investisseur entre au board, dès qu'un board accueille un nouvel investisseur, il faut qu'il y ait une osmose entre le management et le board et qu'il y ait un grand partage qui se fasse. Et on pense que ça ne se fait pas suffisamment. Très bien. Alors, avant de nous quitter, Philippe, si je te demandais de partager avec nous le conseil qui t'a le plus aidé quand tu étais entrepreneur toi-même. Alors, évidemment, j'ai écouté, j'ai reçu beaucoup de conseils. Et puis, j'ai appris finalement que les meilleurs conseillers sont ceux qui étaient complètement alignés avec mes intérêts. Donc, la difficulté est de comprendre l'alignement d'intérêts entre le conseilleur ou le conseiller et l'entrepreneur. Donc, bien écouter, parce qu'il y a énormément de savoir, d'expérience autour de soi. Mais à la fin, il faut prendre sa décision et il faut prendre sa décision en considérant qu'elle respecte ses propres intérêts et ceux de la société. La deuxième chose, c'est qu'à 2 ou 3 reprises, j'ai voulu baisser les bras et j'ai eu un membre de mon board qui m'a dit continue à y croire, ça va payer. Et je l'ai écouté et ça a payé. Donc, toujours travailler et ne jamais baisser les bras parce que quand on est un entrepreneur, c'est dans la difficulté qu'on arrive à se révéler. Philippe, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Tomcat Factory Insights. Merci, Eddie. Merci à tous de votre attention. Nous étions avec Philippe Dufour, directeur général des investissements alternatifs chez Edenred et managing partner d'Edenred Capital Partners. À très bientôt pour un nouvel épisode de Tomcat Factory Insights.